1888 et il sera attaché plus tard comme collaborateur principal. Et il lui donne un sujet qui est gigantesque, les roches éruptives des Pyrénées et leur métamorphisme de contact. Dans les Pyrénées, ça fait quand même 350-400 km de large, et il y a beaucoup de roches éruptives. Et il va donc faire d'abord, dans les travaux poursuivis dans les Pyrénées, il en est deux qui m'ont longuement occupé, comme il dit dans son autobiographie. Une étude minéralogique de la lherzolite des Pyrénées et ses phénomènes de contact avec les calcaires qui étaient inconnus. Et le granit des Pyrénées et ses phénomènes de contact dans tous les contacts de la Haute-Ariège, de l'Aude, des Pyrénées orientales et des Hautes-Pyrénées. Donc ça, c'est une tranche de 12 ans, 13 ans de sa vie. Alors, il avait déjà travaillé sur le métamorphisme de contact quand il a étudié les enclaves dans les roches volcaniques. Mais là, c'était des petits fragments dans des gigantesques coulées de lave. Là, ce sont des roches éruptives qui se mettent en place dans des terrains sédimentaires et qui entraînent donc des modifications et minéralogiques et chimiques. Alors, c'est un géologue de terrain. Hier, je vous ai montré ces marteaux pour ceux qui ont visité la collection de lithologique au laboratoire. C'est un homme de terrain. Il va faire 10 missions. 10 missions de tous les étés. Il part 23 juillet, 7 octobre, enfin 2-3 mois sur le terrain. Et il part toujours avec Catherine. Et vous les voyez ici avec leurs bâtons de terrain, dont un est encore conservé au muséum. Ici, c'est une photo, je pense, qui est prise dans le cirque d'Arbizon. Alors, il va s'attaquer à une roche tout à fait particulière qui est la lherzolite. La lherzolite, c'est un 4 quarts minéralogique, c'est 55% d'olivine, c'est 27% d'orthopyroxène, 15% de clinopyroxène et 3% de spinel. Donc une roche très simple. Vous avez ici une photo d'un affleurement patiné. Une roche très simple. Je vous donne la réponse tout de suite. On sait maintenant que c'est la roche qui représente la composition du manteau supérieur dans ces 200-300 km les plus superficiels. Et c'est la source des basaltes. C'est une roche d'importance planétaire. À l'époque de la Croix, on ne sait rien de tout ça. On pense que c'est une roche éruptive qui s'est mise en place à l'état liquide. Et puis surtout, c'est une roche qui n'a pas eu de chance. Une fois découverte et nommée lherzolite par un certain Lelièvre et Picot de la Pérouse en 1785, tout de suite, elle va être confondue. Elle va être confondue parce qu'un minéralogiste d'origine allemande, Johann de Charpentier, va trouver un morceau de clinopyroxène suffisamment gros pour qu'ils disent, en fait non, c'est du pyroxène en roche. C'est pas une lherzolite, c'est du pyroxène en roche. Et il va le montrer à René Just à Huy, d'où le titre de ce poster que j'avais fait il y a 2 ans, une observation de René Just à Huy correcte, mais une généralisation fausse. C'est-à-dire que René Just à Huy, voyant cet échantillon, va dire oui, c'est du pyroxène, c'est du clinopyroxène. Donc c'est bien la lherzolite du clinopyroxène en roche. Mais comme l'a écrit Lacroix sur son étiquette qui est dans la collection lithologique, évidemment, Huy avait raison concernant cet échantillon, mais tort concernant la roche. Et ça va lui servir beaucoup à Alfred Lacroix, je pense, pour justifier qu'il faut aller sur le terrain. On ne peut pas se contenter d'échantillons, tout du moins dans ses premières années. Il changera après la Première Guerre mondiale, quand en fait il n'ira plus sur le terrain. Donc voilà, une énigme à son époque. Alors Alfred Lacroix, on sait que cette roche s'est mise en place maintenant, au XXIe siècle, que c'est mise en place à l'état solide et que son mise en place a été guidée par la tectonique, donc pyrénéenne, en particulier la tectonique le long de la faille nord-pyrénéenne. À son époque, Lacroix ne sait rien de tout ça et il fait une première tournée. Ici, c'est une des plus anciennes photos, je pense, de lui sur le terrain. On le voit avec sa grosse barbe. Et il va partir avec déjà un amateur du nom de Jacques Croisier de Lac-Vivier, qui est un géologue pyrénéen, qui est un proviseur de lycée, qui étudie la géologie des Pyrénéennes à ses temps libres, comme c'était souvent le cas à la fin du XIXe siècle. Et ils vont partir, donc là, ici, c'est au port de Salex, un peu au nord de la lherzolite de l'Hertz. Et ce monsieur, ce simple amateur,
en 1884, va dire « Pour venir au jour, ces roches ont dû passer par les points faibles de l'écorce terrestre, par des voies déjà tracées, c'est-à-dire par les cassures et les failles. » Il avait raison 140 ans avant tout le monde. Voilà, donc, quand Lacroix va sur le terrain, il vient avec sa femme, et on a des témoignages. Bon, voici une lettre à Descloiseaux, juillet 1894. C'est une grosse tournée sur la lerzolite de Lertz. Et il écrit « Notre descente du Rhône a été agréable. Nous avons beaucoup admiré Marseille, visité Montpellier et Carcassonne, et nous avons abouti en Ariège en diligence, par l'Aude. J'ai recueilli des choses intéressantes sur la lerzolite des environs de Prades et des inclusions et des terrains qu'ils métamorphisent. » Et voilà le résumé de leur mission de 1894. Alors c'est un résumé très très postérieur, puisque ça a été écrit dans les années 1945. Nous quittons Prades effectivement le 18 juillet, nous sommes à l'étang de Lertz le 16 août, et ensuite ils vont partir vers plutôt la partie ouest des Pyrénées, jusqu'à ce qu'on appelle le Muncaou, le Mont Chauve, pratiquement donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, l'intérêt et l'importance du travail d'Alfred Lacroix sur le terrain, c'est qu'ils vont aller au plus près des affleurements. En 1894, ils vont revoir toutes les lerzolites et leurs phénomènes de contact, et Lacroix va publier, un mois après être revenu du terrain, un bel ouvrage de 140 pages, les phénomènes de contact de la lerzolite et de quelques ophites des Pyrénées. Donc vous avez ici une photo de ce mémoire du bulletin des services de la carte géologique. On y voit alors l'étang de Lertz, les petites tentes, c'est les tentes de monsieur et madame Lacroix. Ils sont montés à dos de, le matériel est monté à dos de mulet, ils sont montés eux à pied. Il faut quand même plusieurs jours pour atteindre Lertz à l'époque en partant de Vic-de-Sauce. Et voilà la même photo que j'ai prise en 2014. On voit que le paysage a très peu changé, simplement la végétation a énormément progressé vers les sommets. Alors ces lerzolites, comme il dit, en campant sur la montagne, je me suis trouvé dans de meilleures conditions que les observateurs qui m'ont précédé. Grâce à une installation appropriée, j'ai pu à plusieurs reprises faire de longs séjours sur les hauteurs. Là, ils vont y rester à peu près 1 mois et demi. C'est perdu à l'époque, perdu complètement, c'est le désert. Alors, ils vont étudier aussi une autre lerzolite, et alors là, justement, les phénomènes de contact, c'est le gisement de Fontaine-Rouge. Ils y sont le 19 août 1894. Voilà la petite butte de lerzolite. Ici, ce sont les calcaires du Jurassique supérieur, qui sont entièrement transformés en marbre. Et la lerzolite a un peu, en se mettant en place, joué le rôle d'un fer à repasser, en surmontant les sédiments du lias. Ici, c'est un affleurement sur lequel on a emmené énormément d'excursions géologiques. Ça, c'est la photo qu'ils donnent en 1894. Et avec les échantillons qu'ils ont récupérés, j'ai trouvé une magnifique écriture calligraphiée, une belle faute, Fontaine Rouge. Et je me pose la question si ça n'est pas l'écriture de Catherine Lacroix. Je l'ai retrouvée plusieurs fois. Alors, quel est le métamorphisme de contact qu'ils observent? Eh bien, c'est un enrichissement des calcaires, alors ce qu'ils appellent en dipyre à l'époque, c'est un groupe d'escapolites, feldspath, tourmaline, mica. Et ces minéraux dans les calcaires posent problème, parce qu'évidemment, beaucoup contiennent ou du CO2, ou du CO3- plutôt, du SO3, du chlore. Donc, Lacroix va conclure qu'il y a émanation de fluide de la lerzolite pour pouvoir expliquer cette minéralogie des calcaires. Et on se trouve là dans ce que je pense Michel rappellera cet après-midi. Pour Lacroix et pour toute l'école Michel-Lévy, le métamorphisme, c'est aussi une modification chimique, pas simplement une modification thermique et des paramètres intensifs. Donc voilà les sections de dipyre dans les assises du lias métamorphique. Ici, c'en est criblé. Le dipyre, c'est vraiment le minéral du métamorphisme dans les Pyrénées. Alors le problème, c'est que, alors il va conclure, puisque ça métamorphisme le lias, la lerzolite s'est mise en place après le lias.
Ah oui, mais dommage, il y a du dipyre aussi dans les calcaires jurassiques supérieurs et le Crétacé inférieur. Donc comment l'expliquer ça? Alors pour lui, c'est simple, la lérzolite se met en place au Crétacé inférieur, c'est sa conclusion de 1900. Alors là aussi, il n'est pas loin de la vérité, sauf que maintenant on sait que ce dipyre qui est observé très loin des lérzolites n'a rien à voir avec les lérzolites elles-mêmes, c'est qu'il y a un métamorphisme qu'on appelle général, qui affecte tous les calcaires de la bande nord-pyrénéenne et qui est strictement indépendant des lérzolites. Les lérzolites n'ont fait que renforcer le phénomène en se mettant en place. Donc il avait vu juste, mais l'observation n'était pas la bonne. Alors, comme il ne va pas pouvoir aller plus loin sur le métamorphisme de contact, il va aussi s'intéresser à la lérzolite. Un magnifique mémoire, étude minéralogique de la lérzolite des Pyrénées, parce que ça reste quand même une roche qui est sujette à quand même beaucoup de discussions à son époque. Et il va en publier une magnifique planche. Alors, ce sont toujours des planches d'Édouard Jacquemin, comme je vous ai expliqué hier, dessinateur naturaliste, étudiant aux Beaux-Arts, mais je pense qu'il faisait beaucoup la fête, parce qu'il n'était pas du tout fiable. Mais enfin, en tout cas, il avait une patte magnifique. Ce sont des dessins à ce qu'on appelle la chambre claire, c'est-à-dire c'est décalqué, mais ensuite, il y a tout le travail de graphisme qui est fait dessus. Et en fait, Alfred Lacroix va, en publiant ces belles photos avec des pliages dans les minéraux, va mettre pour la première fois en évidence que ces roches ont été déformées. Ce ne sont pas des roches magmatiques classiques, elles ont été déformées. Et il parlera d'action mécanique. Il ne pourra pas aller plus loin. À l'époque, la tectonique est encore balbutiante. Puis surtout, il va aller beaucoup plus loin dans la minéralogie de ces roches. Il va montrer qu'en fait, il n'y a pas que de la lérzolite. Il y a dans la lérzolite des petits litages très fins, enrichis en pyroxène, en spinel, en grenat. Il va en donner des dessins. Alors là, ici, c'est le livret guide de l'excursion du Congrès géologique de 1900. Et il va trouver 3 nouvelles roches. La webstérite, c'était déjà connu. Par contre, l'ariégite et la lérzolite, c'est 2 roches qu'il nomme lui-même à partir de ses découvertes. Alors l'ariégite, c'est une roche sur laquelle il va beaucoup revenir dans ces années-là. Eh bien, c'est une roche assez simple, diopside alumineux, spinel alumineux et grenat pyrope. Voilà, je pense, qui est l'échantillon type. On reconnaît, collection pétrographique, Lacroix 1894. C'est donc un échantillon de la mission de 1894. Et quelques années plus tard, au moment du Congrès géologique international, il va donner de magnifiques dessins de ce qu'on appelle des symplectites, qui résultent de la déstabilisation de minéraux minéraux antérieurs. Et on sait maintenant que toutes ces réactions sont liées à la remontée de la roche, à la décroissance de la pression et ainsi de suite. À l'époque, il n'en donne aucune explication. Et il va surtout bien montrer que, en fait, ces webstérites, ces ariégites forment des bancs dans la lérzolite, des bancs plus ou moins gros. Alors, il y a des tout petits, ou qui sont à peine discernables, il y en a des un peu plus gros, puis alors, il y en a qui sont vraiment des filons qui recoupent les bancs. Et pour lui, comme c'est une roche magmatique, tout ça a cristallisé à partir de magma. Alors il va dire, il y a plusieurs générations de magma qui se sont succédées. Il y a une première génération, les lérzolites et les tout petits lits webstérites. Puis il y a une autre génération, c'est les ariégites, et puis c'est les lérzites. Il a raison. C'est ce qu'on sait maintenant depuis toutes les études qui ont été faites depuis ces 50 dernières années, mais ça n'est pas tout à fait une relation magmatique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais dans la chronologie, il a parfaitement raison. Donc c'est un vrai géologue de terrain. Alors après, il va passer au granit. Le granit des Pyrénées et ses phénomènes de contact. Le granit des Pyrénées, il va l'étudier à peu près dans toute la dimension de la chaîne des Pyrénées. Ce sont les granites de la zone axiale qui sont d'un gersinien, mais à l'époque, tout ça, on ne le sait pas. Et il va documenter alors des modifications dans toutes les roches de contact, qui vont être des modifications très profondes. On va voir des schistes du Dévonien complètement injectés par le granit. Alors toutes ces photos sont dans la photothèque du muséum, je précise.
Ces photos d'époque, sauf celle-là, ça c'est à moi. Il va documenter donc des vraies cornéennes. Alors, il va appeler ça d'un très beau nom, des enclaves endopolygènes. C'est sa nomenclature, c'est très difficile à suivre des fois. Simplement, c'est des phénomènes de contact à haute température. Il va aussi documenter des schistes qui sont complètement feldspatisés, donc presque granitisés. Donc de toutes ces, il va documenter aussi des très belles cornéennes du pic d'Arbizon avec grenat grossulaire et puis souvent volastonite, vésuvianite et calcite complètement recristallisé. Et toutes ces observations de modification des encaissants, eh ben ça va l'amener à sa conclusion essentielle. Le granit ne s'est pas mis en place dans des grosses poches, ce qu'on appelle les batholithes maintenant. Simplement, il a fini par digérer et assimiler les terrains traversés. Et c'est là aussi l'hypothèse de Michel Lévy. La reconnaissance, eh bien, ça va être le 8e congrès géologique international, où il va mener l'excursion dans les Pyrénées. Et on a, voilà, donc Lacroix en 1900, voilà le livret guide. Et on a un témoignage de quelqu'un qui a suivi l'excursion. Chacun vantait autour de moi la préparation matérielle de l'excursion, à laquelle rien n'avait manqué, pas même le soleil. Il n'est pas toujours facile dans les Pyrénées de hisser à 2000 ou 2500 mètres tout ce qu'il faut pour désaltérer et désaffamer une source de 20, une troupe de 20 ou 25 géologues évoluant sous des sacs pesamment chargés. Notre directeur, c'est-à-dire Alfred Lacroix, avait minutieusement organisé sa campagne. Il est d'ailleurs très secondé par Madame Lacroix, qui se révéla une merveilleuse surintendante. Donc, alors, on a une minute géologique de lui. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une recopie de la carte au 80 millième de l'époque? Ça, c'est la carte actuelle. Ici, c'est le gisement de Lers, de Fontaine-Rouge, de Fréchinède. Et ça se situe ici, dans cette bande de calcaire dont je vous ai expliqué qu'elle est complètement métamorphique. Alors, ces travaux géologiques, ensuite, eh bien, vont se restreindre petit à petit, même ils vont après 1902, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Il va donner des conférences de géologie aux officiers du service géographique de l'état-major de l'armée pour préparer la mission de vérification du méridien de l'équateur. Il va être membre de la commission spéciale de la carte géologique à partir de novembre 1906 et surtout il va coordonner la première carte géologique de Madagascar qui est associée avec le volume 3 de sa minéralogie de Madagascar. Voilà. Les honneurs, pour finir, qui vont vraiment le reconnaître comme géologue, eh bien, c'est qu'il va recevoir la médaille Penrose de la Société américaine de géologie. C'est la première fois qu'elle est dédiée à un Français, c'est la troisième fois qu'elle est attribuée. Et qu'est-ce que va retenir le rédacteur du résumé de sa vie? Les enclaves des roches volcaniques, la minéralogie de la France et de ses colonies, bon, il manque le là, la montagne pelée et ses éruptions, la minéralogie de Madagascar et le granit des Pyrénées et ses phénomènes de contact. Voilà, je pense que j'en ai fini. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, je peux l'intervenant suivant, voilà, qui va nous présenter en fait, voilà, donc Alfred Lacroix et l'éruption de la montagne Pelée. Voilà. Merci. 2 minutes avant, je vous ferai un petit signe. Ok, voilà. Pour défiler, c'est là et là. Ok, merci. Alors moi aussi j'ai croisé Alfred Lacroix à la Martinique parce que donc moi je suis physicien adjoint à l'IPG et donc dans mes tâches de service je m'intéresse à la surveillance du volcan et puis surtout j'ai passé 5 ans à l'observatoire de 2009 à 2014 et il y a eu des imprévus, je vais en parler. Alors quand on rentre à l'observatoire, on voit cette plaque que Jean-Pierre Laurent a montrée en noir et blanc au cours de sa première intervention. C'est ce qu'on voit quand on arrive dans l'observatoire. Alors l'ancien bâtiment, celui de 1935, mais il a été transféré dans le nouveau bâtiment. Et donc on a tout de suite une vue sur le père fondateur de l'observatoire.
Alors, je vais vous parler de la volcanologie, mais je vais aussi vous montrer des activités qui sont un peu en marge. C'est pour ça que je dis géomorphologue, gestionnaire du risque, avec des documents d'époque qui vous montrent que Lacroix n'était pas simplement un pétrographe attaché à son microscope, mais il était plus que ça. Alors, il a fait 2 livres qu'on connaît, La montagne Pelée, ses éruptions, La montagne Pelée après ses éruptions, qu'on peut trouver maintenant scannés sur le web. Il a fait aussi de nombreux articles, des dizaines d'articles sur la montagne Pelée. Ce sont maintenant des volumes très recherchés par les bibliophiles qui se monnaient à 1000 ou 2500 € maintenant. Alors, il y a des images emblématiques, iconiques, qu'on a déjà vues. Les nuées ardentes, qui sont ces grandes découvertes. Les dômes, ici vous avez la planche de l'Aiguille en 1903, une hauteur de 349 mètres. Et des images emblématiques qui sont passées dans la culture populaire. Alors, je vous en montre une que j'aime beaucoup, c'est le tome 3, La Forge de Vulcain de Yoko Tsuno, qui est un album entièrement dédié à la Martinique. Alors pourquoi Yoko Tsuno est aussi affolé, c'est que alors c'est de la science-fiction, hein. Il y a des prospections de pétrole à la Martinique et pétrole avec magma, l'explosion sera terrifiante, un raz-de-marée gigantesque déferlera sur la Martinique, l'onde de choc réveillera peut-être le volcan de la montagne Pelée qui fit 30 000 morts en 1902. Alors, Alfred Lacroix, Les Antilles, c'est une vieille histoire. Les premières publications, c'est très tôt, 1890, sur la Guadeloupe, sur la Martinique et l'île de Saba. Il avait travaillé sur les échantillons collectés par Charles Sainte-Claire Deville. Et c'est l'importance d'avoir des collections à portée de main, parce qu'on peut piocher dedans, et puis sans avoir été sur le terrain, parce qu'il n'avait pas été en Martinique encore à l'époque, on peut facilement étudier ce qu'on ne peut pas aller voir directement. Alors, dans le livre de Lacroix, évidemment, il y a ces fameuses vues au microscope. Maintenant, j'ai compris comment c'était dessiné et par qui. Il y en a, voilà, c'est les planches de la fin du livre de Lacroix. Donc, il y a tout un chapitre très détaillé sur les observations. Et puis, il y a aussi les compositions chimiques. Alors là, je vous mets les analyses qu'il y a dans le livre de Lacroix de 1904 avec les données de Géoroc. Et en fait, il y avait déjà tout dans Lacroix. Il y avait des analyses d'amphibole, d'orthopyroxène, des analyses de cumulats, des analyses de mésostase et aussi des roches totales de lave, de la Pelée et puis de la Martinique. Et il avait quasiment déjà toute la série de différenciations. Alors, on pourra aller plus loin, je vais m'arrêter là, Lacroix pétrologue, pétrographe, on connaît, mais déjà il y avait quasiment tout, quoi. Alors j'ai Lacroix géomorphologue, donc la topographie, en haut vous avez en fait la surveillance au cours du temps de l'altitude du dôme, qui a été reconstruit par Lacroix. Et puis il y a les lahars. Alors c'est là où j'ai rencontré Lacroix en fait. Donc les lahars, il appelle ça les éruptions boueuses quand il parle la vidange de l'étang sec le 5 mai. Et puis les torrents boueux. Les torrents boueux quand il parle des eaux de coulées dans la rivière du Prêcheur, la rivière des Pères, etc. Donc le 5 mai 1902, vidange de l'étang sec, le cratère qui était tout le temps sec, mais avec la montée du magma et la nappe phréatique qui est chassée vers le haut, il s'est rempli et il a fini par céder et faire cette coulée. Donc vous avez avant et après, donc c'est monstrueux cette coulée, c'est 40 mètres d'épaisseur sur une largeur affolante. Donc il avait pris ça. Ça alors c'est toujours moins connu par le grand public, mais le lahar du 8 mai au Prêcheur qui a fait 400 morts. Vous voyez en bas aussi dans le canyon creusé par le lahar, Madame Lacroix avec son ombrelle. Et si vous connaissez le Prêcheur, vous connaissez le clocheton, vous voyez que c'est à un endroit où la rivière ne passe pas actuellement, hein. Donc aussi on reconnaît que c'est une coulée massive. Une autre vue du Prêcheur, encore Madame Lacroix dans ce même canyon. Ça, c'est la rivière des Pères, avec des dépôts dans le lit de la rivière typique. Le delta torrentiel de la rivière de Grand-Rivière, avec le village en partie détruit.
Ça, c'est les lares de basse pointe, très bien documentés, avec des gros blocs qui sont arrivés dans le village. Alors, on revient aux Pyrénées, parce que Lacroix, c'était un homme de terrain, effectivement, et puis c'est un homme qui réfléchissait. Alors, voilà. L'analogie avec les coulées de débris des Alpes et des Pyrénées. Alors, nous trouvons dans l'histoire des torrents des Alpes et des Pyrénées la reproduction trait pour trait des phénomènes étudiés ici lorsque je suis arrivé pour la première fois au Prêcheur, donc en Martinique. J'ai été frappé de l'analogie que présentait la vallée au point de vue du mode de dévastation et de l'aspect général des matériaux de grosse taille qui la remplissaient avec celle de Bastan en aval de Barèges, Hautes-Pyrénées, quand je l'ai visité à la suite d'une grande crue dévastatrice produite en juillet 1898. Donc, il allait collecter des roches, mais quand il voyait un phénomène géologique, quand il était en Martinique, il a vu ça et il s'est dit « Ah, mais il y a eu la même chose ». Et effectivement, alors moi, c'est là où j'ai travaillé sur les lares. J'ai refait l'historique avec les documents d'époque et aussi avec les documents instrumentaux qu'on avait à l'observatoire. À gauche, vous avez la crise de 2010 qui a détruit le pont du Prêcheur. À droite, j'ai mis ce papier de remettre paru dans les comptes rendus Géosciences. C'est le même aspect, c'est le même type de coulée. C'est juste les matériaux. Dans un cas, c'est volcanique, dans l'autre cas, c'est des sédiments ou des roches métamorphiques. Mais physiquement, c'est la même chose. Alors ici, c'est la revue de Cousseau et Meunier avec la classification de ces coulées. Et on sait très bien que pour les géomorphologues, les lares en domaine volcanique ou les coulées de débris en zone alpine, c'est la même chose physiquement, c'est pareil. Lacroix avait déjà compris ça. Alors Lacroix, gestionnaire du risque, on a vu, il a fait 2 missions. Une première pour étudier le phénomène éruptif et une deuxième. Nous étions de retour en France depuis le 16 août, quand le 31 du même mois parvint à Paris la nouvelle de l'éruption meurtrière du 30. Monsieur Doumergue, ministre des colonies, me fit alors appeler et me demanda de repartir immédiatement pour la Martinique en me donnant une mission plus complexe que la précédente. Il ne s'agissait plus seulement, en effet, d'une étude spéculative du volcan, mais encore et surtout de la recherche et de l'application de toutes les mesures de sécurité que comportait la situation. Mesures de sécurité. C'est ça, son activité surtout. Alors il fait 2 postes d'observation. Mon premier soin, après avoir étudié la situation, fut d'organiser 2 postes d'observation au voisinage du volcan. Je choisis comme principal poste d'observation un piton dépendant du morne des Cadets. Le second poste fut installé dans la région non dévastée à Acier, l'habitation de monsieur de Meillac, au nord du Lorrain. Chaque chef de poste avait sous sa direction 4 artilleurs. Un service de quart, assuré jour et nuit, permettait de noter les moindres manifestations éruptives. Et puis, ils font de l'observatoire. Et un observatoire équipé. Une fois ce service d'information établi, j'ai fait procéder par les soins de la direction d'artillerie de Fort-de-France à une installation plus complète du poste principal. Une casemate bétonnée et 2 petits bâtiments furent construits aux mornes des Cadets pour loger le personnel et installer des instruments sismiques, pendules lourdes de Strasbourg, sismographes, avertisseurs séquilles et météorologiques qui ont été mis en marche et surveillés avec la plus grande activité par le capitaine Pernet. Au mois de mars 1903, ce service d'observation et d'information fonctionnait de façon régulière. Donc j'étais ravi de voir cette photo. On voit Lacroix, le capitaine Pernet. Je pense que c'est vraiment le capitaine Pernet. Alors, on a d'autres photos aussi de la construction de cet observatoire. Et donc, vous voyez sur ces photos que non seulement du personnel de l'armée a contribué à son édification, mais également des ouvriers martiniquais et surtout des femmes martiniquaises qui ont contribué à sa construction. Alors vous voyez sur les 2 photos à gauche, en bas, un mât avec un drapeau tricolore dont je vais reparler. Alors, observatoire quasiment immédiatement détruit par un cyclone le 8 août 1903. Alors là, vous voyez le capitaine Pernet. Donc c'est celui qui a, pour ceux qui ne savent pas, qui a dessiné tous les croquis du dôme dans le livre de Lacroix. Donc il avait un vrai talent de dessinateur. Et puis il avait un physique d'acteur, comme on peut voir. Alors vous voyez aussi le mât de bambou qui est cassé et derrière ce fatras de planches qui était le début de l'observatoire. Alors observatoire reconstruit et puis abandonné. Donc ça c'est une vue de l'observatoire, son état en 2014.
en 2014 quand je suis allé le voir. Et malheureusement, c'est un bâtiment qui existe toujours, mais qui n'est pas classé au monument historique et qui est voué à la disparition. Alors, je vous ai parlé de ce mât. Donc là, on voit l'érection de ce mât et de ce drapeau tricolore. Hein, c'est un peu Iwo Jima à Martinique. Et on se dit, bon, sans savoir, c'est un geste colonial, on met le drapeau tricolore. Ben, pas du tout. En fait, c'est le système d'alerte de la Croix. Donc là, si vous regardez le deuxième paragraphe, il dit « À partir de la fin de la semaine, un mât de pavillon sera dressé sur le haut du piton. Il portera pendant 8 jours un pavillon national destiné à indiquer sa place aux personnes habitant en deçà de la zone évacuée et en vue de ce morne. En cas de menace d'éruption sérieuse, un pavillon entièrement rouge sera hissé en haut du mât. Dès qu'il sera possible au personnel de l'observatoire de passer la nuit d'une façon permanente sur le piton, ce drapeau sera en cas de danger remplacé la nuit par un fanal rouge. » Donc il a un système d'alerte à 2 niveaux. Drapeau tricolore, ça va. Drapeau rouge, danger. Okay, fanal rouge la nuit pour qu'on le voit. Ben, ça c'est l'ancêtre. Nous on a 4 drapeaux maintenant. Il en avait 2, nous on en a 4. Ça, c'est actuellement les niveaux d'alerte qu'on a sur la montagne Pelée actuellement. Il avait fait aussi une zone d'exclusion de navigation. Pourquoi ? Parce qu'il dit à plusieurs reprises, déjà, j'ai appelé l'attention des pêcheurs sur les dangers de la côte au voisinage de la rivière Blanche. C'est le trajet des nuées ardentes principal. J'ai constaté ces jours derniers que ces conseils de prudence ne sont pas suivis. Je crois donc devoir insister à nouveau et d'une façon pressante sur ce sujet. Les constatations que nous avons faites peu après l'éruption du nuage dense du 16 courant, donc on est en janvier 1903, montrent que les nuages de ce genre, fréquents depuis quelque temps, contiennent de grandes quantités de cendres et de pierres qui, à leur arrivée sur le bord de la mer, ont encore une température supérieure à celle de l'eau bouillante. Il n'y a donc, et ça c'est en italique, aucune illusion à se faire sur le sort qui attend l'équipage de toute embarcation qui se laisserait surprendre près de la côte par un de ces nuages descendant du cratère avec une vitesse d'au moins 1 km à la minute. Par suite, il est instamment recommandé à toute embarcation de prendre le large entre la rivière des Pères et le prêcheur, Alfred Lacroix. Donc ça, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Ici, je vous ai mis une carte publiée en 2014 par Wage et collaborateurs, un zonage de 2011 à Montserrat avec les zones d'exclusion maritime W et E, qui sont les zones où les nuées ardentes peuvent passer. Donc il faisait ce qu'on fait encore maintenant. Et puis, évidemment, vous l'avez vu, il publiait des bulletins quotidiens. Les mesures de sécurité, ça informait la population. Donc c'était affiché quotidiennement et ça apparaissait dans le journal officiel de la Martinique. Alors sous 3 formes, les bulletins concernant le volcan, donc là, jour après jour, il décrit ce qui se passe. Plus ponctuellement, des observations sur le volcan, donc ça c'est plus rare, mais c'est beaucoup plus détaillé, des fois c'est plusieurs pages. Et puis on a vu, quand il y a un danger particulier, un avis concernant le volcan. Donc 3 types de communications différentes. C'est ce qu'on fait, ça c'est l'en-tête du bilan hebdomadaire de l'activité de la montagne Pelée qui paraît toutes les semaines et que l'observatoire diffuse. Donc voilà, gestionnaire du risque détaillé, enfin moderne, quoi. Et puis Lacroix sismologue, je finis avec ça, parce qu'il a mis les premiers sismomètres. Alors là vous avez une vue d'époque de ces 2 sismomètres. Dans le premier observatoire. Et en fait, c'est des appareils qu'on appelle de Bosch-Omori, donc vous avez une description ici. Et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Alors la première mission que j'ai faite en 2008, il y avait encore les 2 pieds. Il y en a un qui est parti à la benne. Et j'ai réussi, enfin c'est moi qui ai réalisé qu'en fait c'était l'un des premiers sismos. J'ai réussi à sauver le 2e, donc mais c'est tout ce qu'il en reste. Et puis il a fait le premier sismogramme martiniquais et antillais en 1903, donc c'est le diagramme du pendule lourd. Alors le tambour de ces sismomètres, c'était du noir de fumée, qui ensuite était gratté par un stylet déjà. Donc ça c'est le 28 août 1903. Alors le premier sismogramme de l'histoire, c'est celui de Potsdam en 1889. Donc vous voyez, on est en 1903, on n'est pas très loin après. Et puis les premiers catalogues. Donc dans le 2e livre de Lacroix, en 1908, il y a ce premier catalogue des événements sismiques fait par les instruments, un catalogue instrumental déjà à cette époque.
Donc ça va de 1904 à 1907 pour ici. Voilà. Donc en conclusion, voilà, moi ce que j'aime bien c'est Lacroix, c'est qu'il a touché aussi à de nombreux aspects des géosciences. Il y a une certaine modernité de l'activité scientifique de Lacroix. Quand on travaille sur des objets actuellement et qu'on relit, on se dit ah ouais, il y avait déjà ça, il avait déjà compris ça. C'est vraiment. Et puis il y a une pluridisciplinarité, à mon avis, qui est guidée par sa curiosité scientifique, qui l'a conduit au-delà de sa discipline. Pour moi, c'était un scientifique accompli dans plein de choses. Et je termine en vous montrant ces vues des observatoires au cours du temps. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, à la fin de la journée, si nous avons, oui, on a 10 minutes de discussion à la fin de la session, donc ceux qui auront des questions auront l'occasion de les poser. Présentation suivante, pardon, Pierre Fluc, donc sur les carnets de Lacroix. Donc pareil. Oui, c'est bien. Cher contemplateur de l'œuvre d'Alfred Lacroix, voire même admirateur, mon objectif n'était pas uniquement de vous présenter les carnets de terrain d'Alfred Lacroix sur la mission de la Martinique, mais je souhaitais vous parler de toute la dimension, de toute mon approche, je dirais sensorielle, organique, avec la vie et l'œuvre d'Alfred Lacroix, parce que je travaille depuis 10 ans sur ce savant. Mon approche a démarré lorsque j'étais étudiant en licence et en maîtrise à Strasbourg dans les années 60. Je lisais la minéralogie de la France et de ses colonies, ça c'est l'édition récente. Elle se trouvait dans le fond ancien de la bibliothèque de minéralogie de Strasbourg. Il fallait une échelle pour y monter, et j'étais absolument le seul que ça intéressait. D'ailleurs, une ancienne collègue, Hélène Paquet, me l'a rappelé tout récemment. Elle était la première collaboratrice de notre académicien Georges Milot. Et donc, les années ont passé, plusieurs décennies, et mon épouse, qui est ici présente, et moi-même, nous sommes liés d'amitié avec Christine Félix, qui était une collègue de mon épouse, qui était enseignante, qui a souffert d'un cancer, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, nous dit: vous savez, mon arrière-grand-oncle était minéralogiste. Comment s'appelait-il? Alfred Lacroix. Et elle nous téléphone un jour, elle habitait Bagnères de Bigorre, pour nous dire: je vais vous dire au revoir. On lui a répondu: on vient te rejoindre. On l'a accompagné pour ces 7 derniers jours, et je lui ai promis de travailler sur la biographie de son arrière-grand-oncle. Elle m'a présenté ses parents. Son père s'appelle Bernard Félix, il est tout en bas du tableau. C'est le petit-fils de Juliette, sœur de Catherine Lacroix. Voilà un portrait de Julien, Catherine, Emma, Juliette et André. Et donc les parents de Christine Félix m'ont ouvert l'accès à une documentation très riche, iconographique, notamment photographique, mais également des écrits sur la famille d'Alfred Lacroix. J'ai également rencontré
d'autres petits-neveux et petites-nièces qui sont tous très âgés à l'heure actuelle, et certains ne sont plus de ce monde, qui sont Nicole Vence, tout près à Meudon, Philippe Fourneau, qui habitait Javernan, le site même où a vécu en partie Alfred Lacroix, et Martine Chambron. Philippe Fourneau m'a autorisé à reproduire ces photographies, dont une montre Alfred et Eugène. Et ces petits-neveux, petites-nièces m'ont apporté leurs témoignages. Je les ai écoutés, j'ai bu leurs paroles, je les ai notés. J'en ai une grande quantité. Voici quelques petits extraits. Nicole Vence, Alfred Lacroix était très gentil quand il parlait, d'une voix grave. À table, il dévorait, mangeait tout, pépins, os de poulet. Catherine avait fait une fausse couche en descendant la montagne Pelée. Elle s'est tellement occupée de ses petits frères et sœurs. Elle a également adopté 2 enfants pendant quelques années. Témoignage de Bernard Félix. L'oncle Alfred ne parlait pas de son métier. Il avait une grande taille, une prestance, affichait un bon sourire. La conversation, c'est sa femme qui la menait. La tante Catherine parlait de la Martinique. Particulièrement intelligente, elle était habitée d'un appétit d'apprendre. Voilà. Je me suis questionné sur tout ce qu'Alfred Lacroix doit à sa femme. Nicole Vence m'a également procuré la copie d'un document très détaillé écrit par Catherine Lacroix. Les enfants de Francisque Lacroix et Esther, Alfred, Marguerite, Eugène, Joseph, et vous voyez Philippe Fourneau, qui est le petit-fils de Marguerite. Philippe Fourneau a témoigné également, il m'a reçu sur la Côte d'Azur, en me disant Alfred Lacroix nous donnait toujours des cailloux, j'en ai accumulé un certain nombre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 47, j'allais le chercher à la gare de Mâcon. Il avait une prestance, une silhouette. Il avait voté contre Marie Curie parce que c'était une femme. Donc, je vous donne l'information telle qu'elle, sans porter aucun jugement et sans l'avoir vérifiée. Pour les élèves, on a bien vu cette photo, on l'a analysée. Et je me suis rendu avec mon épouse, la raison pour laquelle j'écris, dont nous avons étudié, nous nous sommes rendus aux archives de l'Académie des sciences pour travailler sur ce qu'on appelle la collection Lacroix. Lacroix était collectionneur. Il conservait tout, y compris les courriers, des dizaines de milliers de courriers de savants du monde entier entre 1890 et les années 1940. J'ai travaillé sur un certain nombre de ces courriers. J'ai surligné en vert ses contemporains. On a déjà parlé de Goldschmidt, de Paulus von Groth, qui avait la première chaire de pétrographie et de minéralogie à l'Université de Strasbourg. Et en jaune, ses élèves, dont Teilhard de Chardin, Marcel Roubaud, que j'ai bien connu, parce que j'ai travaillé à un moment donné au CRPG, Jean Orcel. C'est intéressant, ce sont les formules à la fin de ces courriers. Je vous prie de bien vouloir présenter à Madame Lacroix mes respectueux hommages et d'agréer, mon cher maître, l'expression de mes sentiments de respectueuse affection et de reconnaissance. Ou encore Stanislas Goldstaub. Il a été mon professeur de minéralogie à l'Université de Strasbourg. Je vous prie de croire, monsieur et cher maître, à ma très sincère et très respectueuse reconnaissance. J'ai beaucoup côtoyé Jacques Geffroy, qui était un ami, métallogéniste, qui m'écrivait des lettres de 10 pages pour m'exposer ses idées au fil du temps, et qui a également eu l'occasion de côtoyer Geffroy, malheureusement, de côtoyer Lacroix, malheureusement, à l'époque où j'échangeais avec Jacques Geffroy, il ne m'était pas venu à l'idée de le questionner sur la personnalité d'Alfred Lacroix. Donc voilà nos recherches aux archives de l'Académie des sciences. On a déjà parlé de ces voyages. J'ai
indiqué ici les différents endroits où Alfred Lacroix s'est rendu, avec une map monde, cette fois-ci comme support, puisque hier, elle manquait. Et ces carnets de terrain, qui sont conservés également aux archives de l'Académie des sciences. Voici ceux que j'ai décryptés en tout ou partie. Royaume-Uni, l'Italie, plateau central, les Pyrénées, beaucoup de carnets sur les Pyrénées. L'Allemagne, la Grèce, dont le Santorin, la Martinique, Madagascar, la Réunion, Canada, États-Unis, la région de Pala, la Californie, la Guinée, Java, Malaisie, Chine, Indochine, Japon. Une page incarnée sur les volcans du Hegao. Alors, on est en 91, dans le sud de l'Allemagne, avec une sorte de nec, de cheminée. Je ne sais plus si elle est trachytique ou phénolithique. Et nous en arrivons à la montagne Pelée. Il me reste combien de temps? 5 minutes? Alors, sur ce vieux calendrier que j'ai trouvé sur le net, j'ai mis en jaune les périodes de présence d'Alfred Lacroix à Fort-de-France et à la Martinique. Il y a un petit gap en juillet parce qu'il a été appelé à la Guadeloupe juste au moment où une nuée ardente se produisait, et en rouge les nuées ardentes. On a déjà parlé de ces séjours. Voilà la suite en 1903 avec les nuées ardentes qui se montrent plus nombreuses en janvier-février. On a déjà parlé de ça. L'observatoire tel qu'il a été reconstruit en 1935. Alors, j'ai décrypté ces carnets de terrain. Il faut s'accrocher, parce que l'écriture, c'est une écriture de chat ou de patte de mouche par endroits. Quelquefois, c'est un peu lisible quand on est un peu dans le coup pour ce qui concerne le sujet, mais le plus souvent, un certain nombre de mots qui n'ont pas pu être transcrits. Et pourtant, j'ai montré ces manuscrits à d'autres personnes qui se sont... Vous avez mal à la tête au bout d'une page de lecture, de déchiffrage. Donc l'idée, c'était de partir de ces carnets de terrain et de restituer les itinéraires qu'a fait Alfred Lacroix sur le terrain, sur place, à partir de Fort-de-France. C'est-à-dire, à partir de ce qu'il écrit, comment est-il passé de ces relevés de terrain, manuscrits. Il écrivait pour lui, c'était pas pour être lu par d'autres, évidemment, c'est pour ça qu'il écrivait comme un médecin. Donc, à partir de ces carnets de terrain, comment arrive-t-il au produit final, au produit abouti, à la consignation de la science, ce produit fini qu'est la publication? C'était ça un peu mon questionnement, ma problématique. Je dois dire que cette étude est toujours en cours, je n'ai pas achevé. Voici la reconstitution des itinéraires. J'ai produit une dizaine de cartes comme celle-là. Certains itinéraires sont par voie de route, voiture à chevaux, ou voire même à cheval ou à mulet. Vous voyez que le 29 juin, il est monté sur la montagne Pelée. La plupart de ces trajets se font en bateau sur le Jouffroy, en direction de Saint-Pierre-du-Prêcheur et des autres sites. Voilà une autre période. Donc j'ai une dizaine de cartes de ce type-là qui retracent l'essentiel de ces pérégrinations. On voit ici le 15 octobre également une ascension de la montagne Pelée. J'ai voulu faire la même chose, à peu près les mêmes trajets, mais je l'ai fait par temps clément et loin de toute éruption volcanique, alors que lui était sous la menace des nuées ardentes. Donc je suis admiratif. Un exemple, la page 16, alors j'ai encadré une partie, et puis voilà le texte. Nous prenons, c'est à Saint-Pierre, une rue parallèle à la mer, nous allons vers la cathédrale, ruine spectaculaire, nous rencontrons des ossements humains, une vision d'enfer, un crâne défoncé sous un arbre, plus loin un coffre-fort, et il manque un mot, puis les ruines d'un dépôt de verre et de bouteilles fondues en partie. Ça m'a fait penser aux bouteilles que j'ai pu contempler au musée de Saint-Pierre, mais j'en ai vu 10 fois autant hier dans la collection lithologique d'Alfred Lacroix. La page 31, je vous laisse le plaisir de déchiffrer. J'ai encadré une partie. C'est son ascension de la montagne Pelée
Nous trouvons un manicou à moitié mort sous une bombe, c'est un petit mammifère. À la montée, nous avions rencontré de nombreux restes de cendres. Nous continuons à marcher dans la direction du vent, venons buter contre un talus à cendres très épais d'où surgit un gros rocher rouge, Morne-la-Croix, point d'interrogation. Ayant environ 1240 mètres d'altitude, nous montons dans la boue et venons buter contre un précipice à pic qui paraît dominer le cratère de l'étang sec. Peu de fumerolles, mais le brouillard est si épais qu'il faut renoncer à rien voir. Nous sommes d'ailleurs affaiblis par une pluie terrible qui nous trempe jusqu'aux os. Nous revenons par le même chemin. Voilà le quotidien du chercheur sur le terrain. C'est ça. Alors, on a des mentions. La rivière Blanche, elle est citée 82 fois. La rivière Sèche, 31 fois. Le Morne Rouge, 11 fois. Le cratère, 39 fois. Cathy, 2 fois. On en parle très peu. Un peu plus peut-être dans les catalogues sur les Pyrénées, dans les albums Pyrénées. Or, la rivière Blanche, évidemment, j'y suis allé, crapahuté. Je me suis retrouvé nez à nez avec une bombe volcanique de 2 mètres. Et puis, tous les matériaux, les cendres, la pili, les blocs, les bombes, tout ça sont exploités en carrière. J'ai remonté jusqu'au pied du cône. Et quelques-uns de ces dessins dans les carnets. Donc ça, c'est les dessins d'Alfred. Voici un autre, les différents aspects de l'aiguille trachytique ou andésitique, dacitique. On va y arriver. Et puis une page, voilà, le 9 mars 1903, une page sur laquelle il écrit « Merveilleux spectacle ». Souvent, on a des exclamations qui sont consignées dans l'écrit. Et voilà, on en a parlé, hein, les croquis du capitaine Pernet, à peu près jour après jour, des différents aspects de l'aiguille. Voilà, j'y suis remonté, le 20 janvier 2020. Ça, c'est au bord du cratère. Ça, c'est l'échancrure du cratère. Une autre minéralogie, je termine avec ça. Eh bien, Alfred Lacroix a décrit les transformations des matériaux, notamment des métaux, mais également de tous les matériaux du quotidien, sous l'effet de la chaleur, de l'incendie, de l'enrobage par des laves, etc. Et on entre dans un domaine que j'ai appelé, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années, la minéralogie de l'anthropocène, c'est-à-dire des minéraux qui n'existerait pas sans l'action de l'homme. L'homme a échafaudé des matériaux qui ont été repris par la nature, qui les a transformés et qui a créé des oxydes, des carbonates, des espèces nouvelles. Il en parle à différents moments. J'examine les objets en métal, tout le cuivre est verdi, le fer oxydé, le plomb souvent fondu. Et puis, les photos que j'ai prises in situ de bobines de cuivre transformées en oxyde ou en carbonate. Donc ça, c'est tout un chapitre de l'œuvre d'Alfred Lacroix, qu'il avait démarré d'ailleurs avec les minéraux qui sont nés dans les cavités des scories du Lorion, et qui sont également, dont la présence est due à l'œuvre de l'homme. Voilà, je vous remercie infiniment. Alors je mets ici les photographies des carnets de terrain. L'intégrale, je la laisse à votre disposition pour la pause de tout à l'heure sur cette table, ainsi que la transcription. Merci. Merci beaucoup. Donc, exposé suivant, donc on poursuit sur la montagne Pelée. Puisqu'on est là ce matin sur les volcans, donc allez-y. Beau sujet. Voilà. Ça s'appuie, on appuie où là? Non, je commence. Je connais pas ce modèle. Voilà. Je parle assez fort, mais vous avez besoin du micro. Le micro est mieux. Donc, je vais parler bien sûr de la Croix. Je vais parler de cette éruption en plaçant moi du point de vue d'un volcanologue de terrain d'abord, mais ensuite ayant travaillé sur les produits de cette éruption, avec Georges Boudon d'abord, de l'IPG, mais après ayant agrandi un petit peu mon cercle de point de vue sur cette éruption avec les collègues d'Orléans, Michel Pichavant, Caroline Martel, en travaillant davantage sur les aspects, eux ayant travaillé davantage sur les aspects pétro et puis avec la dimension expérimentale.
Alors, j'ai pas bien vu ce que vous m'avez dit. J'ai pas fait attention. Sur le côté, là. Ah, ici, d'accord. Ok, ça marche. Ouais, ouais. Donc, les différents aspects de cette éruption que tout le monde connaît plus ou moins, mais je le placerai quand même du point de vue de quelqu'un qui parle à un éditoire qui n'est pas forcément tout entièrement volcanologue. Un des aspects, bien sûr, c'est la formation d'un dôme. Et ce dôme, c'est le premier qui est vraiment documenté complètement, enfin complètement de façon importante, de façon détaillée, dans l'histoire de la volcanologie, tout simplement. Donc, ce dôme de lave qui va être suivi par la croix, dont il va suivre les étapes de formation, mais pas toutes, hein, comme on l'a dit précédemment. Ce dôme de lave qui va se construire sur plusieurs années, il va être documenté d'une façon détaillée et en même temps d'une façon qui est reproduite tout à fait par les éruptions qui vont suivre dans le XXe siècle, où on va retrouver de différentes éruptions à dôme. Pour le géologue, disons de terrain surtout, un des aspects qui m'a frappé, moi, c'est qu'il reconnaît d'abord que c'est une forme de construction et il se place là en vis-à-vis d'observations faites ailleurs et par d'autres sur des reliefs préexistants, plus ou moins anciens, et qui sont souvent considérés dans la littérature comme des formes d'érosion, donc des formes résiduelles. Et lui, il démontre que donc de telles formes, ici j'ai pris l'exemple, pardon, décidément, il y a un pointeur ici. Non, il n'y a pas de pointeur. Donc à droite, vous voyez le Puy-de-Dôme. Il cite le Puy-de-Dôme, il en cite bien d'autres dans son bouquin de 1904. Donc des formes qu'il considère non plus comme étant considérées par certains auteurs comme des formes résiduelles, mais comme des formes de construction. Et d'une certaine façon, moi je trouve ça assez ironique parce que dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de constater que beaucoup de gens faisaient la démarche inverse, c'est-à-dire qu'ils voyaient des formes comme celle-ci, et qu'ils en déduisaient que c'était des dômes, alors que ce sont effectivement des formes résiduelles. Donc il y a un côté un petit peu ironique de voir comment certains, encore aujourd'hui, dans des publications sérieuses, prennent des vieilles formes résiduelles pour des dômes jusqu'au Précambrien, hein, franchement. Donc ce qui est absolument impossible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point... donc ici, je vous ai mis quelques dômes de récents, actuels, et toutes ces éruptions sont des éruptions qui ont été très documentées, sauf celle qui est à gauche en haut, qui est récente, donc c'est un dôme actif. Mais toutes les autres, c'est des éruptions qui servent de référence pour la compréhension des dômes aujourd'hui. Il y a eu d'autres dômes, bien sûr, mais ceux-là sont ceux sur lesquels Sainte-Hélène, Zunza et Montserrat, sur lesquels il y a eu le plus de travail. Et il est important de comprendre qu'en volcanologie, on avance vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus sûrement sur des éruptions qui sont actuelles et très bien documentées. Et de ce point de vue-là, le travail de Lacroix, c'est le premier, vraiment, dans ce genre de démarche. Alors, selon Lacroix, pour revenir à un autre point de ce qu'il a dit et conclu sur les dômes, c'est les modes de croissance. Alors, pour lui, il en distingue deux modes que j'ai cités ici, une croissance par injection de matière fondue à travers ces parties déjà consolidées, d'une part, et une croissance par extrusion d'une masse continue de roche solide. Donc il décrit deux modes. Le deuxième, c'est bien sûr, il fait référence essentiellement à la formation des aiguilles, dans la fameuse grande aiguille dont on a déjà parlé là. Et ce qui est important, c'est que quelle que soit la façon de décrire cela, il y a derrière l'idée qu'il y a des contrastes de viscosité à l'intérieur d'un dôme en cours de croissance et que différentes parties vont pouvoir se comporter de façon différente. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin de ça. On parle différemment de croissance endogène, de croissance exogène, mais avec derrière des observations qui démontrent des variations de viscosité interne dans les dômes en croissance. Ici, j'ai pris comme exemple quelque chose qui est très connu et qui est compris sur le web très souvent. Donc, le dôme du Sainte-Hélène entre 80 et 83, avec une vue de la topographie à gauche successive, là, donc les différentes étapes. Mais c'est le profil topographique, hein, c'est pas des vues internes du dôme qui, bien sûr, n'est pas accessible actuellement là, en vue interne. Et puis à droite, en haut, donc vous avez les différents lobes exogènes qui sont formés au fur et à mesure. Cet exemple étant un dôme de dacite, donc un peu plus acide, un peu plus riche en silice que celui de la montagne Pelée, qui est à la limite andésite d'acide, une andésite riche en silice.
Et vous avez en bas une photo d'un des lobes qui s'était construit sur le dôme du Sainte-Hélène, la partie la plus sombre. Donc c'est une langue exogène qui vient baver sur la surface précédente du dôme. Et puis un autre exemple de reconstruction d'une évolution d'un dôme avec différentes phases qui correspondent à des contrastes de viscosité, où ici c'est à Montserrat, un dôme très très bien suivi, où on voit donc une partie plus rigide, plus dégazée, je reviendrai là-dessus, qui va traverser le dôme, le dôme actif mais déjà construit, pour venir former une aiguille à l'extérieur. Donc différents lobes, différentes aiguilles plus ou moins rigides, ou différents lobes plus ou moins au contraire fluides qui viennent à la surface d'un dôme. Donc voilà des exemples modernes, on va dire, mieux documentés, mais avec des idées que déjà Lacroix avait suggérées. Alors Lacroix, lui, il met l'accent sur la viscosité. Mais la viscosité, pour lui, les différences de viscosité, ou la haute viscosité générale du dôme, et puis les variations de viscosité à l'intérieur du dôme, il les relie soit à la fois, on va dire pas soit, mais à la fois, selon les parties du texte, à des différences de température ou des différences de composition. Alors ces idées, elles peuvent rester valables. On sait bien les effets de la composition et de la température sur la viscosité, mais ce qu'on sait surtout aujourd'hui, c'est que les dômes sont des laves qui sont dégazées et qui ont donc, en montant, au cours de leur ascension, donc depuis la zone de stockage, ont perdu de l'eau et ont perdu des gaz. Et les travaux qui ont été faits, notamment par Caroline ici, avec Michel, ce sont des manips d'équilibre de phase qui montrent les compositions des conditions pré-éruptives, donc des laves de la montagne Pelée, d'ailleurs pas seulement le dôme de 1902, puisque les compositions sont très constantes dans le temps, dans les derniers millénaires. Et on voit que, à partir de ces expériences, on doit partir d'une teneur en eau qui est autour de 5,5-6,5%. Et puis après, on peut regarder les relations qu'il y a entre la vésicularité de la lave qui est sortie avec la teneur en eau résiduelle. Alors ici, dans le diagramme de gauche, vous avez la teneur en eau résiduelle qui est en abscisse, et puis la vésicularité qui est en ordonnée, et vous voyez une courbe qui est en pointillé, qui est une courbe de dégazage, qui serait un dégazage à l'équilibre et en système fermé, et des ponces d'éruption explosive de la montagne Pelée sont en gros sur cette ligne. Par contre, toutes les laves qui correspondent à des dômes, vous avez ici dômes ou lithiques, c'est-à-dire des fragments peu vésiculés, des coulées pyroclastiques de 1929, 8 mai 1902, etc., sont des roches qui sont très appauvries en eau interstitielle, donc qui ont perdu beaucoup d'eau, et qui correspondent aussi à des vésicularités qui sont tout à fait en dessous. C'est-à-dire que normalement, moins il reste d'eau, donc plus on en a perdu, et plus on devrait avoir vésiculé le magma, si les gaz étaient restés. Or, en fait, c'est l'inverse qui s'observe. Donc, on sait maintenant que, et c'est vrai partout, que donc les dômes sont des laves dégazées, et non pas des laves qui seraient plus froides que leurs équivalents plus explosifs, enfin d'une explosivité différente en tout cas. Deuxième point, évidemment, qui a été beaucoup décrit par Lacroix, ce sont ces fameuses, ce qu'il appelait les nuits ardentes, un terme tout à fait imagé, qui est resté longtemps dans la littérature, y compris dans la littérature anglo-saxonne, jusque dans les années, on va dire, 60. Même les Anglais, les Américains ont utilisé, pas tous, mais beaucoup ont utilisé encore ce terme. Et donc, là encore, on a les premières documentations, notamment les premières photos, mais aussi des estimations de vitesse, par exemple, sur les nuits ardentes. Vous en avez un exemple à gauche, mais bien sûr, tout le monde connaît ce type de photo. Alors, où Lacroix va un peu plus loin, et là, je rejoins des choses qui ont été dites ce matin, à savoir qu'il était aussi un géologue de terrain, il a regardé les dépôts. Alors, pas en autant de détails qu'il aurait peut-être fallu, mais on peut imaginer qu'il n'avait pas non plus tout le temps pour cela, et puis qu'il y avait des problèmes d'accessibilité avec le risque éruptif qui existait à ce moment-là. Mais il y a des données sur les dépôts,
Et il note notamment que les dépôts sont très grossiers dans les vallées, dans la vallée de la rivière Blanche, notamment celle qui est empruntée par toutes les vallées, toutes les nuées relativement peu rapides qui descendent du volcan. Et il comprend qu'il y a une très forte stratification verticale, c'est-à-dire qu'il y a un contraste entre le fait qu'il y a un énorme nuage que l'on voit ici, et puis des dépôts très grossiers, et qui nécessairement ont été canalisés dans la vallée, et qu'on retrouve dans la vallée. Donc ça, c'est un point qui est central. Et aujourd'hui, on va retrouver toujours les mêmes images quand on voit des écoulements pyroclastiques. Ici à gauche, enfin ici la photo montre à gauche une nuée ardente en 94 au Merapi. Mais vous pouvez prendre n'importe quel écoulement pyroclastique de n'importe quel type d'éruption, vous verrez toujours ce type de photo, à partir de quoi on n'apprend absolument rien. Et vous avez à droite, en haut, les dépôts de la montagne Pelée en 1902 et 1929, puisqu'ils ne sont pas reconnaissables les uns des autres. Et là, vous avez donc un empilement dans la rivière Blanche, avec des dépôts très grossiers, on voit des très gros blocs. Et en bas à droite, les dépôts des mêmes types d'écoulement du Merapi en 1994. Donc des dépôts très grossiers, très mal triés, non classés, qui sont tout à fait communs et qu'on va retrouver partout. Alors le point central, c'est la stratification verticale, et vous avez en haut là un schéma tout à fait générique qui montre en gros que des écoulements peuvent être, sont beaucoup plus riches en particules de grosse taille dans la partie basse, qui est tout à fait intuitif, et beaucoup plus pauvre dans la partie haute, et dans les nuées ardentes comme celle que la Croix a photographiée, dans le nuage, il n'y a rien comme particules. À tel point qu'on peut très bien être traversé par ce nuage. Et Franck Perret, en 1929, un Américain, volcanologue, avait mis une cahute sur le Morne-Lénard, et elle était traversée, il était dedans, par des nuées comme ça. Et il disait que c'était à peine tiède. Évidemment, ça contraste fortement avec les dépôts très grossiers que laissent ces écoulements dans la vallée. Alors, le dernier point, le plus important, certainement, à propos de cette éruption, c'est la description et la compréhension des grosses nuées dangereuses, destructrices, comme celle du 8 mai 1902, dont je ne rappelle pas, je n'ai pas mis de photo des destructions, tout le monde connaît ça. Et où est le point ici? Alors Lacroix, il a beaucoup travaillé, au moins intellectuellement, il a beaucoup réfléchi sur cet aspect, et il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'équivalent d'écoulement pyroclastique associé à un dôme qui soit de cette violence et de cette force destructrice. Donc on n'a pas d'équivalent, disons, étudié de façon plus moderne pour juger de cette question. Mais on peut raisonner de proche en proche. Et ici, vous avez à droite des vues de Lunzen, donc d'un écoulement pyroclastique qui descend de Lunzen. Et vous voyez que dans la configuration morphologique de Lunzen, vous avez une espèce de colline qui est contournée par l'écoulement pyroclastique. Si vous augmentez la vitesse, le nuage va passer de plus en plus sur la colline, et surtout, il y aura de plus en plus de particules qui seront en suspension dans ce nuage, et donc il sera beaucoup plus à la fois dense, riche en particules, concentré, donc avec des particules de plus en plus grosses. C'est ce qui a tué les Kraft à Lunzen, une nuée plus rapide qui emmène des particules plus grosses, plus nombreuses dans le nuage, et le nuage devient donc mortel. Mortel non pas par l'inhalation, mais mortel par les brûlures, par les particules. Alors si on pose ce raisonnement, qu'on connaît maintenant très bien, on peut l'appliquer par exemple au cas du Merapi pour lequel j'ai montré les photos. Alors une autre nuée de la même éruption, le même jour, puisqu'il y a eu plein de nuées en quelques heures, dans ce cas-là, une autre nuée, donc un autre écoulement, un peu plus rapide et destructeur. Il est destructeur de part et d'autre de la vallée. La vallée, vous la devinez sur le paysage qui est en haut, à droite. Et de part et d'autre, donc, vous avez une végétation complètement couchée.
Et ce qui est remarquable, c'est qu'il existe un dépôt associé à ces destructions. Et ce dépôt, vous le voyez en bas à droite. Et vous voyez que c'est un dépôt qui est extrêmement peu épais, qui contient des particules petites, rien à voir en termes de granulométrie avec les dépôts canalisés qu'on a vus précédemment. Mais à ces dépôts très fins, ce qui est contre-intuitif pour le géologue, correspondent les destructions les plus fortes. Et ça sera un problème, notamment dans le cas de l'évaluation des menaces dans le futur. Pour le géologue, les éruptions les plus destructrices sont celles qui laissent le moins de dépôts, ou les dépôts qui seront les plus vite érodés. Donc ça, c'est 94 au Merapi. À gauche, vous avez la carte de destruction qui correspond à la carte des dépôts. C'est un point très important, c'est qu'il y a une coïncidence parfaite entre la zone détruite et la zone sur laquelle on retrouve un dépôt. Et vous avez donc en pointillé là, les deux vallées chenalisées, avec les dépôts grossiers, et puis donc dans les gris, les différentes parties de la zone détruite avec des destructions qui sont de plus en plus intenses quand on se rapproche de l'intérieur et qui sont de moins en moins marquées vers l'extérieur. Alors maintenant, si on compare avec la montagne Pelée, là où on a besoin de la croix, pour le reste, encore une fois, je l'ai dit, on a d'autres exemples aujourd'hui, à partir de quoi on comprend mieux ces phénomènes, mais le travail de la croix a l'avantage de fournir des documentations qui sont des documentations immédiates, in vivo, on va dire, et on a notamment la carte de la zone détruite. Et ça, c'est central. Parce que cette zone détruite, évidemment, aujourd'hui, elle a reverdi, on la distingue absolument pas. Et cette zone détruite, elle est marquée par des pointillés. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais vous pouvez voir ici la limite du côté est, de l'autre côté, la limite du côté est. Et avec Georges Boudon, on a travaillé sur les dépôts, on les a retrouvés plus ou moins, mais on les a cartographiés coïncidant avec la zone détruite. Non pas parce qu'on les a vus, mais parce qu'on sait que maintenant que c'est comme ça que ça marche. Et le point important, c'est que les dépôts grossiers de cette éruption ne se limitent pas à la rivière Blanche, mais on peut en retrouver dans d'autres vallées, la vallée de la rivière Sèche, la vallée de la rivière, je ne sais plus comment, c'est les travaux des années 80, j'ai perdu les noms. Ce qui veut dire que l'écoulement était capable de transporter des blocs ailleurs que dans cette vallée qui était la vallée de la rivière Blanche, qui était celle qui partait directement du cratère. Et pour arriver dans la rivière Sèche ou la rivière des Pères, voilà, c'est marqué, ça me revient, il faut donc que l'écoulement pyroclastique ait transporté des blocs en traversant des interfluves, donc des reliefs, et en déposant donc dans des vallées. Donc on arrive à l'idée que ces écoulements donc devaient avoir une vitesse bien supérieure, ce qui quelque part est relativement intuitif. Et ce qui manquait à Lacroix pour aller plus loin, c'est qu'il n'a pas du tout regardé les dépôts correspondant à ces éruptions, pour des raisons diverses, certainement qu'il n'a pas eu l'occasion, mais ces dépôts existent, ou du moins ils existaient, et ici vous les avez à Saint-Pierre. Donc ça, ce sont des coupes qu'on avait fait faire avec Georges Boudon, donc des coupes artificielles, et on voit plusieurs choses. On voit d'abord qu'à Saint-Pierre, il y a plusieurs unités de dépôt, et ça coïncide bien avec ce qui a toujours été dit, à savoir qu'à Saint-Pierre sont arrivés plusieurs écoulements pyroclastiques violents, celui du 8 mai, mais aussi celui du 20 mai, celui du 6 juin, celui du 30 août. Et ici, vous avez le 8 mai en bas. Au-dessus, plus fin, plus marron, le 20 mai, et au-dessus, le 6 juin. Ça, ce sont nos interprétations. C'est-à-dire qu'on a 3 unités ici, et on les relie aux 3 premières éruptions. Okay, et le dépôt du 8 mai, il ressort comme étant plus grossier, moins classé, mieux trié que les autres. Vous voyez ici que même à Saint-Pierre, il y a des petits blocs de l'ordre pas tout à fait des blocs, puisque bloc c'est 64 cm par définition en volcanologie, mais des fragments qui font plusieurs centimètres. Voilà ici des coupes qui ont été levées par Georges Boudon
et qui montre donc dans le cimetière de Saint-Pierre, donc sur une distance de quelques dizaines de mètres, les différentes unités avec leur organisation interne en termes de stratification, de chronoclassement, etc. Donc, sans avoir toutes les infos, notamment sans avoir étudié les dépôts, Lacroix arrive à des conclusions que nous, on trouve absolument géniales, parfaitement justes, et surtout dérivées d'un raisonnement qui est fondamentalement correct. D'abord, il dit qu'il y a un continuum entre les nuées canalisées de type de sel qui allaient dans la rivière Blanche, avec les nuées de type 8 mai, notamment parce qu'elles ont le même contenu lithologique, elles sont formées uniquement de fragments du dôme. Ce qui veut dire qu'on ne reprend pas du matériel plus profondément, et ce qui veut dire que l'éruption vient de la surface, du dôme lui-même. Et c'est aussi en accord avec le fait que les témoignages indiquent que le 8 mai, comme le 20 mai, il n'y a pas de panache vertical, il n'y a pas de colonne verticale au-dessus du volcan. Donc ça, c'est très fort, et c'est incontournable. On ne peut pas aller contre ces arguments. Il démontre aussi, enfin en tout cas il envisage que la différence fait une différence de vitesse, avec comme argument le fait que les destructions sont bien plus importantes. D'ailleurs, il estime des vitesses à partir de destructions à Saint-Pierre, sur les barres qui sont déformées dans le cimetière, etc. Et puis la capacité à franchir les obstacles topographiques, comme on l'a vu. Et surtout, il considère que cette vitesse plus grande, elle est associée à une surpression initiale importante. Et donc, cette surpression, c'est une surpression de gaz magmatique, pas du tout de vapeur d'eau extérieure ou quoi que ce soit. Donc ça, il le dit très bien. Et pour avoir cette surpression, il considère que l'argument, c'est essentiellement la forme de la zone détruite, qui part à peu près à 100 degrés du cratère, et puis le fait qu'il y ait des dépôts grossiers qu'il a vus, lui, il les décrit dans une photo dans la rivière Sèche, ce que je vous ai montré là sur notre carte. Et pour arriver là, donc, la nuée n'a pu que venir en ligne directe depuis le cratère à des vitesses très importantes. C'est là. Alors c'est la dernière vue là. Si on cherchait un analogue avec un système éruptif au départ différent, hein, c'est pas exactement le même cadre de dynamisme, mais si on cherche un équivalent en termes de comportement d'écoulement de type 8 mai, c'est le blast du Saint-Hélène qui est le seul candidat aujourd'hui. Alors il y a des blasts un peu plus petits comme celui du Bézimiani, mais à peine plus petits, où on retrouve encore à gauche ici une zone de destruction très qui s'évase à partir du cratère, avec des directions qu'on peut obtenir à partir des arbres couchés, des directions qui sont radiales à partir de la zone source, et où on a aussi des dépôts qui sont relativement peu épais par rapport à la destruction qu'ils produisent. Donc je m'arrête là puisque c'est l'heure. Voilà. Donc pour terminer ce matin, on reste dans les îles, mais on quitte la Martinique. Voilà. Et donc Hélène Bureau va nous parler. Voilà. Alfred Lacroix et le volcan de la Réunion. Alors, explique-moi. Le pointeur, c'est ça, et pour changer, c'est ça. Alors, pour changer, c'est ça ici, voilà. Et le pointeur, c'est un petit truc ici. Voilà. Le i là. Voilà. Attends, voilà. Le i. Le petit truc là rouge, voilà. Et ça, c'est change. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Bon. Rebonjour à tous. Alors d'abord, je voulais remercier le comité d'organisation de ces fabuleuses journées pour vraiment l'exceptionnelle qualité des exposés que l'on en entend. Et je fais une mention spéciale à Jean-Pierre, qui m'a fait l'honneur de me demander de faire cet exposé et qui a été d'un soutien et vraiment d'un encouragement constant pendant tout le temps de la préparation. Alors, Alfred Lacroix, moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, je l'ai rencontré quand j'étais étudiante, parce que j'ai fait ma thèse sur le volcanisme du Piton de la Fournaise, et donc il était incontournable, comme vous allez le voir. Alfred et Catherine Lacroix ont visité la Réunion
seulement durant un mois, à l'occasion d'autres visites, en particulier la visite des volcans des îles du Pacifique sur le retour. Et donc ils sont restés sur l'île un mois seulement, ce qui leur a permis quand même d'avoir je ne me trompe pas, voilà, une vision très, très complète de cette île pour l'époque. Rapidement, pour rappeler, le volcan du Piton de la Fournaise est l'unique volcan actif des deux volcans qui constituent l'île de la Réunion, qui est en océan Indien, et c'est l'expression du point chaud qui a donné naissance aux trappes du Décan. Donc la Réunion existerait depuis de 0 à 2 millions d'années, et le volcan Piton de la Fournaise actif depuis à peu près 500-600 000 ans. Ce volcan est particulier parce qu'il a une zone caldérique, une caldeira en forme de fer à cheval qui descend vers la mer. Il est aujourd'hui encore très actif, une éruption tous les ans à peu près. Et donc le volcan éteint, qui s'appelle le Piton des Neiges, composé de 3 cirques, Sillaos, Salazie et Mafate, lui n'a plus aucune activité. Donc ici on voit que c'est un volcan bouclier, le Piton de la Fournaise, avec de belles manifestations, des fontaines de lave, des coulées de lave. Et très vite, Alfred Lacroix, il a caractérisé ce volcan comme étant un volcanisme de type hawaïen, astrobolien. Alors Alfred Lacroix a été très très prolixe sur le Piton de la Fournaise, puisqu'on a au moins 22 publications, dont un mémoire, un livre, dont voici ici la couverture, enfin la première page, pardon, d'à peu près 300 pages. Il a avant tout fait sa bibliographie, comme tous les bons scientifiques, et donc il s'est inspiré, il s'est imprégné de tous les écrits qui avaient été faits auparavant, parce que la Fournaise, en fait, était bien connue, et on retrouve depuis 3 siècles des manuscrits sur 3 siècles de personnes qui avaient décrit le volcanisme de ce massif. Donc, soit des non-géologues, des gens qui vivaient sur place, des visiteurs, comme Commerson, par exemple, ou plus particulièrement Alexis Baird, qui était un officier d'artillerie et qui a fait vraiment un manuscrit très, très complet de l'activité du Piton de la Fournaise, qui a été salué par Alfred Lacroix au point qu'il en a fait le premier chapitre de son livre. Il a reproduit intégralement le manuscrit de M. Baird. Il s'est aussi inspiré des écrits de Bory de Saint-Vincent, et là c'était amusant parce qu'il s'est aperçu que M. Saint-Vincent avait un petit peu plagié M. Baird, et donc il ne se gênait pas pour le dire au fur et à mesure du manuscrit. Et puis des géologues qui se sont succédés également. Mais la grande force aussi d'Alfred Lacroix, ça a été de mettre en place une espèce de monitoring, alors peut-être inspiré de son expérience à la Pelée, mais il a formé des gens sur place. Il a mandaté des observateurs, en particulier M. Maurice Jean ou M. Jasmin, qui était brigadier chef forestier. M. Maurice Jean était professeur de lycée. Et ces personnes, pendant plus de 30 ans, l'ont informé de toutes les péripéties du volcan, en lui fournissant des rapports, des échantillons. Et à la fin, même, M. Lacroix a réussi à convaincre le gouverneur de l'île de la Réunion de faire pour lui des photographies aériennes du volcan. Donc c'est un suivi continu sur plus de 30 ans de l'activité du Piton de la Fournaise. Il a également passé 3 jours au Piton des Neiges, dont il a décrit également les roches, mais j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est bien qu'il les ait beaucoup invisibilisés. M. Lacroix a toujours gravité autour des femmes. Sa femme d'abord, Catherine Lacroix, dont on sait aujourd'hui qu'elle était quand même l'auteur de beaucoup de photographies aussi, en plus d'organiser les missions de terrain. Et puis il y avait aussi, on en a parlé, Elisabeth Jérémine, qui a été vraiment son bras droit au laboratoire. C'est elle qui a fait les caractérisations des plus de 77 échantillons qui ont été produits de la Réunion et qui ont été étudiés au laboratoire rue de Buffon. Aussi, petit clin d'œil, comme tout bon scientifique, M. Lacroix demandait des crédits au gouvernement, et donc il faisait des rapports pour justifier l'utilisation des crédits dans ses recherches. Alors, il y a beaucoup de photographies et beaucoup de descriptions du cratère sommital dans les écrits d'Alfred Lacroix. Il était fasciné par le cône terminal du volcan et son activité. Ils ont donc fait une mission qui a duré 7 jours. Ça, on le sait grâce à l'éloge qu'en a fait Elisabeth Jérémine à sa mort. C'est une expédition qui a duré 7 jours. Et c'est le premier volcanologue qui est vraiment gravi le sommet du volcan. Donc ils sont descendus, ils ont traversé le volcan d'ouest en est, ils sont descendus par le pas de Bellecombe,
Le pas de balcon, c'est ce rempart hein, qui délimite la caldeira. Il a été également le premier à caractériser. Baird l'avait suggéré avant que c'était une caldeira, une zone d'effondrement, mais lui a dit clairement que c'était une caldeira, cet enclos, et il l'a appelé l'enclos Fouquet, en l'honneur de son beau-père. Ils ont donc traversé le volcan et ils sont redescendus par les pentes du Grand Brûlé vers la mer. Ça a été très éprouvant. Hein. Ils ont fini avec de la toile de jute emballée autour des chaussures parce que les chaussures n'avaient pas résisté aux scories et aux laves coupantes. Et donc, pour se protéger les pieds, ils avaient dû faire ça. Ils ont terminé assoiffés aussi. Hein. C'était une expédition avec Madame Lacroix, Monsieur Lacroix, un guide et 20 porteurs. Et tout au long de cette... et donc ici, on voit Catherine Lacroix prise en photo au sommet. Et donc, il y a une anomalie qu'Alfred Lacroix a constatée, enfin quelque chose qui l'a profondément perturbé, c'est que quand il est arrivé au sommet, il n'a pas trouvé, ici voici le cratère sommital, ici cratère Bory, cratère Dolomieu, ici zone Velin, qui a été un cratère aussi. En fait, il s'est rendu compte que la morphologie du sommet changeait tout le temps. Dans les écrits notamment de Bory de Saint-Vincent, il était fait mention d'un mamelon, et ce mamelon, il ne l'a jamais vu parce qu'il s'était effondré. Et donc, il a mis en évidence l'évolution en fonction du temps du cratère sommital du Piton de la Fournaise au fur et à mesure des activités, qui étaient bien souvent sommitales, mais il a vu aussi que le volcan avait des éruptions de type fissural. Il a également reporté ce que Bory de Saint-Vincent avait écrit, la présence d'un lac de lave au sommet. Il y a eu un lac de lave un moment dans le cratère Dolomieu, et il en a observé les produits trempés, hein, la couche solidifiée de lac de lave. Alors, il y a toute une zoologie qu'il a observée en faisant donc son périple. J'en ai présenté quelques-uns, j'ai appelé ça pot pourri. Bon, c'est pour rire, hein. C'est quand même scientifique. Donc, il a décrit en particulier les laves cordées. Il a décrit les scories, bien évidemment. Il a décrit toutes ces laves à la fournaise qui sont très vacuolaires. Hein. Il a vu qu'il y avait toujours des vacuoles dans les laves. Il a appelé ça les laves en échaudé. Il a décrit aussi les tunnels de lave qu'il a rencontrés sur les pentes du Grand Brûlé. Et dans ces tunnels, il a trouvé des formes un peu bizarres qui l'ont beaucoup intrigué, des stalactites et des stalagmites de lave, souvent vitreuses ou partiellement vitreuses. Et puis les bombes et tous les objets, toutes les choses que l'on en rencontre sur les pentes du Grand Brûlé. Parmi ces curiosités, les obsidiennes capillaires, c'est-à-dire les cheveux de Pelé, hein, ils ont été appelés comme ça plus tard, dont on a de beaux spécimens au laboratoire, ça c'est des photos de Jean-Pierre, et il en a fait des photos aussi, et il était très embêté parce qu'il voulait utiliser les cheveux de Pelé pour faire des mesures de densité, mais il y avait toujours des bulles qui l'embêtaient. Alors, il a beaucoup décrit les bulles, mais c'est dommage, il n'est pas allé plus loin, il n'a pas cherché à en expliquer la raison de la présence des bulles. Il a fait faire énormément de lames, en voici quelques-unes, on s'est amusé à faire quelques planches avec Jean-Pierre. Donc ça, ce sont toutes les lames une partie des lames qui ont été faites à partir des échantillons du Piton de la Fournaise. Pardon, je suis allée dans le mauvais sens. Même chose pour le Piton des Neiges, dont il a également décrit la pétrographie. Les pétrolithographies, pardon. Et en particulier, il s'est attaché à observer les produits de ce volcan, Piton de la Fournaise, très actif, qu'il qualifie lui-même d'ailleurs de vivant. Alors il fera plusieurs observations d'ailleurs. Il opposera le Piton de la Fournaise à la montagne Pelée, et il les qualifiera d'extrêmes. Hein. Il opposera le fluide Piton de la Fournaise par rapport au visqueux montagne Pelée, et il écrira dans son livre que ce sont les deux extrêmes et que tous les autres volcanismes sont intermédiaires. Parmi les produits qu'il a observés, il y a ces laves-là qui sont vraiment caractéristiques du Piton de la Fournaise, qu'on trouve aussi au Piton des Neiges, le volcan éteint. Ce sont des basaltes qui contiennent plus de 40% en volume, ou même en masse, d'olivine. De grands cristaux d'olivine qui peuvent atteindre le centimètre, voire quelques centimètres. Ça l'a beaucoup intrigué. Et il a observé que le volcan crachait une alternance de basalte quasiment aphérique ou avec quelques olivines, et de ces produits-là, qu'il a refusé d'appeler les picrites, et qu'il avait déjà rencontrés à Tahiti. Alors il en a fait faire beaucoup de lames qui ont été étudiées, qui ont été observées. Évidemment, des analyses, dont Jean-Pierre a parlé beaucoup hier, qui ont été faites. Et ces analyses ont été très importantes, capitales, parce qu'il a pu comparer les analyses des basaltes avec les analyses de ces produits-là, dont je n'ai pas encore donné le nom, mais qui est écrit ici. Il les a appelés les océanites.
Il a proposé ce nom pour désigner ces roches. Vous voyez ici, il avait marqué basalte à olivine, il a rayé, il a marqué océanite. Et donc, pour désigner ces roches, différentes des précédentes, par la prédominance de l'olivine sur l'ogite, donc là, il compare avec les basaltes aphiriques, je les nomme ainsi à cause de leur abondance dans les îles du Pacifique. Et alors, pour lui, l'épicrite étant des roches grenues ou à structure diabasique intrusive et non épanchée. Pour lui, c'était grenu, l'épicrite. En fait, à Hawaï, les épicrites sont aussi des océanites. On peut utiliser le même mot. Alors, il a fait de très belles lames et nous en avons fait quelques photos avec Jean-Pierre. Ici, donc, vous avez une océanite et ici, vous avez un basalte aphirique d'à peu près la même époque. Et on voit bien, effectivement, ces grandes olivines magnifiques avec leurs inclusions. Il a décrit les inclusions minérales et vitreuses dans les olivines. Je vais en parler dans un instant. Et donc, il voulait comprendre pourquoi il y avait cette alternance. Alors, Alfred Lacroix a été un petit peu expérimentaliste. Il a travaillé avec un industriel qui s'appelait monsieur Bigot, et qui avait des fours qui pouvaient permettre de chauffer à plus de 500 degrés, n'importe quoi, en l'occurrence, donc là, des roches. Et donc, il avait fait une expérience avec ce monsieur. Alors, il n'a pas utilisé un basalte de la Réunion, il a utilisé un basalte du Cantal, et il a fait fondre ce basalte, d'une part parce qu'il voulait du verre, parce qu'il voulait aussi faire des mesures de densité, et au passage, il n'a jamais réussi à synthétiser des verres sans bulles, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais il a quand même réussi à comparer les densités donc des produits de la Pelée avec les produits de la Fournaise, comme cela. Et puis aussi, il voulait par hasard, en fait, il s'est rendu compte dans le culot de produits de cette fusion, eh bien, il a trouvé des olivines en grande quantité qui s'étaient accumulées par gravité au fond du four. Et en fait, il a synthétisé comme ça une océanite, qu'il a comparée ensuite avec les océanites qu'il avait observées dans la nature. Et donc, par la fusion, il a démontré le processus de différenciation du magma par gravité, formant ce culot de péridot au fond d'un réservoir souterrain. Et il a expliqué comme cela la genèse des océanites du piton de la Fournaise. Il l'a expliqué en plus en combinant cela avec les analyses, c'est-à-dire qu'ici, vous avez par exemple l'analyse en éléments majeurs réalisée pour un basalte de la Fournaise, ici pour une océanite de la Fournaise. Il a vu que les compositions étaient assez différentes, effectivement, et il a comparé cela avec le basalte du Cantal et l'océanite fabriquée à partir de ce basalte du Cantal, et il en a déduit que cette océanite artificielle avait les mêmes compositions que les olivines bourbonnaises. Alors l'île Bourbon, l'île de la Réunion, elle s'est appelée à un moment, quand elle était sous contrôle anglais, elle s'appelait l'île Bourbon. Il a observé, aussi bien dans les olivines naturelles que dans les olivines synthétiques de ce culot, malheureusement on n'a pas retrouvé d'échantillons, des inclusions vitreuses. Et il fait une tentative d'explication dans un des paragraphes de son livre. Il dit que les olivines, dans le magma, elles refondent, elles recristallisent et elles enveloppent avec elles du magma pour former ces morceaux de verre que l'on retrouve dans les olivines. Donc c'est assez fort quand même. Un autre aspect intéressant des découvertes d'Alfred Lacroix, c'est est-ce qu'il a tenu compte, il a un petit peu quand même essayé de comprendre le rôle de la phase gazeuse, et il a écrit deux choses que je trouve assez fortes pour l'époque. La première, c'est la cause essentielle de la différence de morphologie des différents types de lave serait la teneur inégale en gaz du magma au moment de leur consolidation. Ça, c'est capital. Et la deuxième chose qui se rapporte aux océanites, quand le liquide est sursaturé en matière volatile, celle-ci s'échappe violemment, les cristaux déjà formés servant de centre pour le départ de leur bulle. Les grandes dimensions de ces dernières peuvent s'expliquer par la coalescence d'un grand nombre de bulles plus petites. Et ça aussi, c'est la base du dégazage magmatique. Donc, en conclusion, il va conclure qu'en combinant à la fois son observation, ses expériences et les analyses chimiques, il a montré que la différence entre les basaltes aphiriques et les océanites est uniquement liée au pourcentage de péridot, au pourcentage d'olivine. Et ce n'est pas, comme il y avait eu une tentative, notamment par M. Velin, d'explication, des enclaves ramenées par le magma rencontrées sur le passage. Il faut savoir qu'à la Fournaise, il a également décrit des nodules d'olivine qu'on trouve au Piton-Chini. Il ne les a pas vraiment expliqués, mais il les a décrits. Et ces nodules ont été l'objet de beaucoup d'études par la suite.
parce qu'on ne savait pas si c'était des enclaves de péridotite ou des produits d'accumulation dans les champs magmatiques. Aujourd'hui, on pense que ce sont des produits d'accumulation, même processus finalement que celui qui a donné les océanites. Alors un autre aspect de son travail qui a été publié dans Le Temps. Alors Le Temps à l'époque c'était comme Le Monde aujourd'hui, hein, donc monsieur l'académicien publiait dans Le Temps. Et il a démontré que, contrairement à ce qui avait été proposé, les basaltes aphiriques n'étaient pas les produits d'activité sommitale du volcan et les océanites les produits des activités fissurales, pas du tout. On pouvait rencontrer les deux types de lave, quel que soit le niveau de l'émission, l'altitude de l'émission. Et donc il écrit « Les phénomènes de différenciation qui règlent ces changements sont indépendants de l'altitude de sortie de la lave. Ils sont profonds et non superficiels. » Donc là encore, il est allé très loin. Une des choses qu'a regretté Alfred Lacroix quand il est arrivé à la fournaise, c'est l'absence d'une carte précise du volcan sommital, du piton de la fournaise. Et il a donc remédié à cela. C'est une carte qui a été établie, évidemment, en collaboration avec les ingénieurs sur place. Et lorsqu'on l'a... Alors, elle date de 1925, donc évidemment, il n'y a pas les coulées récentes dessus. Mais quand on compare cette carte avec la carte actuelle du BRGM, on voit qu'il a quand même fait un beau travail. Un autre aspect qu'a beaucoup regretté Alfred Lacroix, c'est l'absence de monitoring par un sismogramme de l'activité sommitale du volcan, parce qu'il avait constaté qu'il n'y avait pas de tremblement de terre au moment des éruptions. Et donc, il a bien fait, lui, ce qu'il a pu, mais il a fallu attendre quand même 1977 et la coulée un peu catastrophique d'avril 1977 qui a détruit la ville de Piton-Sainte-Rose, épargnant miraculeusement l'église. L'église aujourd'hui a encore les coulées de lave le long de son mur. Et c'est seulement à ce moment-là que le CNRS s'est décidé à mettre en place un observatoire volcanologique à La Réunion. Alors une des grandes énigmes qu'il n'a pas pu résoudre, c'était le piton des neiges. Il a vraiment décrit le piton des neiges, il a étudié des roches des trois cirques. Il n'a pas été très très clair sur la raison de ces cirques. Pour lui, c'était pas de l'effondrement, c'était plutôt de l'érosion. Ce qu'il faut savoir, au piton de la fournaise, il y a beaucoup de pluie, et donc il y a des ravines. D'ailleurs, c'est grâce à cela aussi que l'on peut observer des produits anciens, dans les ravines, dans les remparts, dans les structures d'effondrement. Et donc, sa grande question, c'était est-ce que le piton des neiges et le piton de la fournaise ont été actifs en même temps? Alors, je vais aller vite, je vais aller très très vite. La réponse, il l'avait trouvée, il avait décrit les laves pintades. Pensez à des océanites à plagioclase, qui n'ont rien à voir avec les produits basaltiques du piton de la fournaise. Et donc, on sait aujourd'hui que ces laves pintades correspondent à une autre série magmatique. Voilà, on a les séries. Alors, en rouge, on a donc ces pintades. En jaune, on a le piton de la fournaise. En bleu, on a effectivement des laves aussi du piton de la fournaise et des neiges. Et en fait, la vérité qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'il y avait un troisième volcan. Un volcan qui a été actif de manière intermédiaire, en même temps que le piton des neiges, mais avant le piton de la fournaise. Le forage du Grand Brûlé, qui a été réalisé par le BRGM, a permis de mettre en évidence ce système. On l'a d'abord appelé la proto-fournaise. Aujourd'hui, on appelle ça les alizés. Et donc, c'est ça la réponse à la question à laquelle Alfred Lacroix n'a pas pu répondre. Un troisième volcan. Voilà, donc je termine là-dessus. Je voudrais dire qu'il y a eu une magnifique monographie qui a été écrite en 2016 avec plein d'articles sur décrivant le volcanisme du piton de la fournaise et du volcan Karthala aussi. Il y a une vingtaine d'articles. Et je dirais que Alfred Lacroix plane sur ces 20 articles parce qu'on pourrait citer ses travaux dans chacun des articles qui a été publié dans cette monographie. Voilà. Et donc, c'était vraiment un génie visionnaire et il nous a laissé un héritage fabuleux. Je vous remercie. Pardon d'avoir dépassé. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions, des remarques. Donc, s'il faut lancer la discussion. Donc, une question d'ailleurs qui est valable pour tous les intervenants. Donc, on a présenté Alfred Lacroix, effectivement, un génie, créateur, etc. Mais certes, mais lui, c'était un héritier aussi, parce que si on regarde les risques d'observatoire, l'observatoire du Vésuve, il prédate. Les expériences qui ont été faites, effectivement, Fouquet en a fait, Dobré aussi en a fait. Donc, tous ceux qui ont regardé ça, en fait, quelle est, je dirais, la question, quelle est vraiment la part de
nouveautés ou de création d'Alfred Lacroix par rapport à ça. Il a été à l'origine de beaucoup de choses, mais voilà. Est-ce que vous êtes capable de répondre, je dirais, à cette question-là, je dirais, de l'héritage que lui-même avait reçu, ceux qui sont intervenus. Donc. Je ne peux pas répondre pleinement à cette question, mais je pense qu'effectivement, il n'a pas inventé lui-même la sismologie. Il était dans un courant scientifique avec des innovations, et il a pioché dans tout. C'est ça sa force. Pour moi, il ne s'est pas contenté d'être ce qu'il était. Il y avait des précurseurs, il y avait un creuset scientifique autour de lui. Il a aussi pioché dans ça. Non, dans le cas de l'Apelé, le point important, c'est la curiosité qui fait qu'il va chercher des informations. Là où, par exemple, devant l'événement aussi important, aussi grave, aussi impactant que la destruction de Saint-Pierre, il n'y a pas d'équivalent avant. Donc, il faut trouver des moyens d'avoir une information. Le fait, par exemple, de cartographier la zone détruite, c'est quelque chose qui n'a pas été fait vraiment avant. Alors il ne fait pas, elle est peut-être pas parfaite, mais elle est hyper importante en termes d'interprétation par la suite. Le fait aussi d'aller chercher des témoignages de survivants. Il n'y a pas beaucoup d'événements volcaniques ayant fait autant de victimes avant. Et cette idée d'aller chercher des témoignages de survivants, elle est centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le géologue peut aller voir d'autres volcans où se sont formés des mêmes dômes, des mêmes types de dépôts d'écoulement pyroclastique, et il tirera les informations que Lacroix a tirées. Mais si vous n'avez pas, pour l'éruption de Saint-Pierre, si vous n'avez pas les témoignages, vous passez à côté de beaucoup de choses. Notamment le fait qu'il est écrit qu'il n'y a pas de colonne verticale. Et il y a eu des discussions à son époque et jusqu'à récemment, des discussions autour du mécanisme éruptif qui génère ce type de destruction massive. Et c'est une partie des contraintes est apportée par les témoignages. Alors ces témoignages, bien sûr qu'on ne peut pas les vérifier aujourd'hui, mais voyant comment Lacroix a travaillé, on peut penser qu'ils sont quand même solides, parce qu'il s'entourait du maximum de données. Quand on regarde après, on n'a pas besoin de Lacroix pour comprendre les dômes, les écoulements pyroclastiques aujourd'hui. Mais par contre, quand on revient sur ce qu'il a dit là-dessus, il y a aussi la dimension conceptuelle, c'est-à-dire qu'à partir de ces observations, il a tiré des idées qui sont absolument lumineuses. Le rapport entre la qualité de ces données et la qualité des interprétations est remarquable. Le ratio est superbe. Pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Bourdier, je pense qu'il a fait le maximum avec le minimum. C'est valable pour les instruments aussi. J'ai intitulé hier, il a fait la minéralogie du XXe siècle avec les instruments du XIXe. Il a pu aller très loin avec des instruments extrêmement faibles au niveau capacité. Et alors, pour rejoindre toujours cette question, je reviens à la remise de la médaille Penrose. J'ai oublié une diapo hier C'était la dernière, j'étais un petit peu pressé par le temps. Et il y a une conclusion de l'analyse de l'analyste américain qui lui remet la médaille. Alors, il faut savoir qu'il ne va pas malheureusement aux États-Unis. Il est pris ce jour-là par la réunion des 5 académies et la séance publique. Ça se passe en 1930. Et en fait, cet Américain écrit il y a eu des grands noms avant lui. Il cite Dana, il cite Michel Lévy, il cite Fouquet. Mais il dit en fait, Alfred Lacroix a fait la synthèse de tous. Donc je pense qu'effectivement, l'héritage, il a su vraiment le transformer d'une façon exceptionnelle. Alors moi, je rebondis, est-ce qu'on peut dire que c'est l'initiateur de la volcanologie moderne? Non, il y en avait avant. Est-ce que par exemple, par rapport à Ferdinand Fouquet,
qui lui avait couvert le Santorin en son temps, déjà fait des analyses de gaz, de fumerolles. Quel est le... On peut faire une réponse même à 3 niveaux. La volcanologie moderne, elle date des sciences de la Terre moderne, c'est-à-dire la révolution de la tectonique des plaques et compagnie. Donc beaucoup de choses sont revisitées dans la compréhension générale de la plomberie d'un système volcanique et de la dynamique éruptive. Le deuxième niveau, c'est qu'effectivement, lui, en documentant une éruption de façon remarquable, et une éruption qui a des caractéristiques remarquables et nouvelles, il apporte un jalon très important. Et puis, encore aujourd'hui, donc, on peut revisiter ça en se disant, bah oui, finalement, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient comprises. Pas complètement étayées, et pas étayées avec tous les moyens qui ont suivi, mais déjà très étayées. Et le troisième niveau de réponse, je dirais, c'est que son travail, il est éclipsé largement par le fait qu'il est français. C'est-à-dire que dans la littérature internationale, le travail sur les dômes de la Croix, il est largement dépassé par le travail de Perret, qui est absolument remarquable aussi, sur l'éruption de 1929, très ressemblante, hormis les grands événements destructeurs, très ressemblante par ailleurs, même composition de magma, même type de dôme, même type d'écoulement pyroclastique dans la rivière Blanche. Donc ce travail de Perret est beaucoup plus cité que le travail de la Croix. Et si la Croix a créé une classification des éruptions, elle est citée, mais il y en a eu d'autres après qui ont été aussi citées. Et surtout, on est sur un terrain qui est très casse-gueule, c'est-à-dire que la classification des éruptions, si vous lisez le livre de Bourdier sur la volcanologie chez Duno, vous verrez qu'on n'en dit pas grand bien parce que c'est pas la bonne approche. Classé comme elle a été. Mais les classifications sont des étapes toujours utiles, toujours ça apporte quelque chose donc il y a des aspects comme la classification, tout ça, où il est déjà un précurseur, il a apporté quelque chose d'important, et puis d'autres, tout ce qui concerne les dômes, mais c'est vrai que le fait d'être français fait qu'il n'y a pas eu dans la première moitié, jusqu'à la volcanologie moderne, elle est dans les années 70, avec les écoles anglaises de Walker, avec les Américains, mais pour la période avant, il y a un des grands noms qui est partiellement éclipsé quand même par le fait qu'il est français, à mon avis. Bon, merci beaucoup. Donc, voilà, il est midi, donc on va s'arrêter là. Et donc, rendez-vous 13h30 pour les 2 dernières sessions. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Et merci à tous les intervenants, tout à fait, pour ces remarquables exposés. Qui ont tenu dans les temps. Qui ont tenu, oui. Le modérateur, il brille.